Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal télévisé de la Voix de la Russie. Ce rendez-vous hebdomadaire en français vous présentera les actualités russes, françaises et internationales sous l'angle de la réinformation. Contrairement à une vision tronquée et manichéenne de l'information délivrée par le mainstream médiatique français, nous nous efforcerons de vous faire percevoir que la vérité n'est jamais tout entière du même côté. Au sommaire de cette édition, les vœux 2013 face à la lucidité de l'Allemagne et de la Russie, les vœux utopiques de François Hollande. Russie, nouvelle terre d'accueil pour les monstres sacrés de la France. Le départ de Depardieu quand les médias français font étalage de leur mauvaise foi. Rodin et Massenet honorés par les artistes russes à Saint-Pétersbourg. Et en bref et en détail, Venezuela, mais qui veut la peau d'Hugo Chavez? Jour de l'an en France, 1500 voitures brûlées et 50 000 hommes mobilisés. G20, la Russie persiste dans sa volonté de perfectionner l'architecture financière mondiale. Tour du monde en vélo, 100 ans après Pankratov, deux jeunes Russes sur les traces de leur aîné. Le président de la République, François Hollande, a présenté ses vœux. Fidèle, au moins à cette tradition de fin d'année, il a tenté d'offrir à des Français de plus en plus moroses des raisons d'espérer. Dans un discours fleuve, à grands coups d'envolée lyrique et optimiste, François Hollande appelle les Français à se mobiliser pour impulser ce grand bond en avant qu'il semble appeler de tous ses vœux, du moins économiquement. En effet, c'est sur les prochaines mesures qu'entend développer le gouvernement que porte l'essentiel de son discours. Un discours qui ressemble plus à un rappel des promesses électorales et fait davantage songer à un examen de fin d'année civile qu'à des souhaits sincèrement adressés aux Français. Avec la présentation d'un gros plan soviétique dû à une économie dirigée d'une France étouffée par l'incurie de ses dirigeants et une Europe totalitaire, François Hollande n'a cependant pas pu s'empêcher d'insister sur les grands débats à sens unique qui attendent les Français et qui augmenteront à terme les divisions au sein de la société, comme le mariage homosexuel, l'euthanasie ou les interventions de la France en Syrie ou au Mali. Signe révélateur, l'utilisation tranchée et certainement volontaire du « je », première personne du singulier. Communication oblige, le président français se doit d'incarner l'autorité naturelle qui lui fait pourtant tant défaut. Il en aura encore grand besoin pour imposer aux Français, dénommés « vous » dans son discours, donc ceux qui suivent, le bataillon des mesures aussi impopulaires qu'inutiles que dicte sa feuille de route. Véritable dichotomie emblématique de dirigeants élus, le plus souvent par défaut et coupés, comme certains dictateurs, des aspirations de leur population et encore plus de la réalité dans laquelle se trouve leur pays. Le général en chef Hollande engage donc la bataille économique quand tout est perdu. Tout pour l'emploi, certes, mais comment lutter quand il vous manque une jambe et que l'on vous a attaché les mains dans le dos? Vu les déséquilibres entre les marchés, comment réussir sans outils de production suffisants ou sans les protections nécessaires? Comme en 40, la France n'est absolument pas préparée aux conflits économiques qui l'attendent en 2013. À l'époque, certains recouraient à Jeanne d'Arc ou à Marianne pour espérer un miracle face au déferlement allemand étonné de la fragilité française. Et cela au prix du sacrifice des plus braves, préférant mourir en combattant que reculer ou subir la honte d'une défaite, comme leur avait appris leur père à Verdun. Mais François Hollande n'est pas Clémenceau et l'ennemi n'est plus l'Allemagne. Bien au contraire. Il serait peut-être préférable de s'appuyer sur son économie compétitive et le pragmatisme de ses dirigeants qui, eux, ne s'illusionnent pas des épreuves à venir et des efforts que devront fournir les Allemands. La chancelière Angela Merkel, lors de son allocution pour la nouvelle année, a averti ses concitoyens que l'environnement économique sera plus difficile en 2013 qu'en 2012. Elle les a appelés à la patience et au courage. En raison d'un ralentissement de la croissance économique, l'Allemagne prévoit une croissance de 0,4% quand la France, elle, en reste à son illusoire 0,8%. La chancelière marque ainsi une nette différence d'opinion avec François Hollande qui se montre, lui, très optimiste. Autre différence importante, la chancelière a redonné fierté et réussite aux Allemands en faisant entendre leur voix, en appelant à plus de responsabilité les États de la zone euro comme dans le reste du monde.
à l'instar du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, qui a rappelé dans ses vœux que 2012 fut une année importante pour le pays. Les résultats de la Russie, tant économiques que diplomatiques, en témoignent. Pas de discours fleuve ni moralisateur. Dans un style direct et révélateur, Vladimir Poutine s'est exprimé à la première personne du pluriel. Le je singulier et détaché s'effaçant devant le nous collectif. Les vœux du président Poutine sont un véritable témoignage de reconnaissance et d'estime adressé au peuple russe, le remerciant de son courage et du travail accompli pour œuvrer à l'unité ayant permis de tels résultats. Il a réaffirmé sa confiance en une Russie consciente de son histoire et de sa capacité de développement actuelle comme future, en lui demandant de demeurer attentive, disponible et miséricordieuse envers autrui, mais sans attendre de miracle, car il convient de ne compter que sur ses propres forces et sur ses proches. L'accent a été mis sur les valeurs familiales et patriotiques et donc sur l'unité permettant de résister à toutes les épreuves et de construire l'avenir sur des bases stables. Comme il l'a souligné, au seuil de l'avenir, nous espérons certes des changements heureux et porteurs de joie, et nos projets personnels sont inséparables de la Russie. Ils sont animés par nos sentiments chaleureux et nobles envers la patrie. Et de conclure sur cette parfaite note d'espoir et de confiance absolue dans l'avenir, que les enfants naissent et que les bonnes intentions se réalisent, que la joie et la concorde règnent dans chaque maison et dans chaque famille. Alors la Russie sera forte et inébranlable. Vous pouvez retrouver l'intégralité de son discours sous-titré avec la transcription en français sur le site de prorussia.tv. Que de comparaisons et de leçons à méditer pour cette nation française, jadis souveraine et capable de construire son propre destin. Le faux patriotisme économique prôné par François Hollande ne suffira pas à faire émerger les énergies nécessaires à une simple volonté de redressement. Et ce n'est pas qu'une question de style. Aux divisions imposées aux Français par les lubies socialo-libérales, il serait bon de faire appel aux mânes des grands ancêtres comme Vercingétorix. N'est-il pas indiqué sur la statue du grand chef gaulois que la Gaule unie, formant une seule nation animée d'un même esprit, peut défier l'univers? Encore faut-il avoir connaissance de son histoire pour avoir les moyens de s'offrir un avenir. Le président Vladimir Poutine vient d'accorder la citoyenneté russe à Gérard Depardieu. De sa propre initiative et en vertu des pouvoirs dont il dispose, il a ainsi répondu à un souhait émis par l'acteur français connu pour ses sentiments russophiles. Le gouvernement français s'est abstenu de tout commentaire devant ce fabuleux pied de nez. Vedette de cinéma, véritable homme des arts et entrepreneur averti, l'acteur a quitté la France comme tant d'autres avant lui pour des raisons fiscales. Provoquant une vive polémique en France, l'affaire prend des proportions qui semblent devenir symptomatiques pour le pouvoir socialiste. Tant au niveau social, culturel que diplomatique, la disproportion emboîte le pas à la surenchère. Simple changement de résidence fiscale, l'affaire s'est transformée en une quasi-raison d'État. Il faut reconnaître que le personnage est singulier et l'acteur emblématique. Mais y aurait-il eu autant de tapage si Gérard Depardieu s'était installé à Bruxelles ou à Londres ? La proximité de la frontière française et le caractère campagnard de sa résidence ont été lancés à la presse française comme un os à ronger par le gouvernement socialiste, reprochant à l'acteur son soutien appuyé au candidat Sarkozy. L'acteur français a réagi en bon gaulois et a envoyé valser moralisateurs et faussaires, professionnels de l'enfumage politique comme artistique, les mêmes qui encensent les prestations lénifiantes du résident en Suisse francophone Yannick Noah, en appel à la dégradation nationale d'un Depardieu, voire à la confiscation de ses biens. Il est toujours étonnant de remarquer comment le système artistico-politico-médiatique se déchaîne quand l'un des siens sort des rails du politiquement correct. On a les révolutionnaires que l'on mérite et la posture est à la mode. D'où certainement la récente saillie d'André Glucksmann, philosophe à ses heures et toujours en retard d'un dernier métro, mais pas d'une guerre comme son homologue péripatéticien pacificateur BHL. Le maoïste libéral exprime avoir honte pour l'obtention de la citoyenneté russe de Gérard Depardieu et lui reproche d'avoir une relation étroite avec les présidents russes et tchétchènes, mélangeant affaires internationales et intérêts personnels. En termes d'étroitesse d'esprit, on pourrait rappeler à Glucksmann père la relation entretenue par son fils Emmanuel. Marié avec Eka Gouladze, l'ex-ministre de la Justice géorgienne, nommé suite au scandale de torture d'opposants politiques dans les prisons du régime de l'ex-président Mikhail Saakachvili, épurateur ethnique de l'Ossétie du Sud. Le fils Glucksmann était alors conseiller personnel de ce sinistre personnage, sans que le père n'y trouve quoi que ce soit à redire. Il est vrai que celui qui a déjà appelé à épurer les Serbes de Bosnie a des choses à apprendre à son descendant. Et tout cela, gracieusement, cela va sans dire. André Glucksmann est typique de ce milieu intellectuel français tournant aussi rond que leurs contradictions et parcourant la terre en sens inverse de peur d'être rattrapés par les fantômes de leur passé.
Pour ces gens-là, la Russie est victime d'une dictature comme l'était la France sous De Gaulle. Les poussiriotes sont des artistes et les fémènes, des femmes libérées. Depardieu a dû en faire partie, mais comme tous les Français sincères ayant découvert la Russie et le peuple russe, il en est revenu avec une toute autre appréciation culturelle, historique, spirituelle, politique et financière. Différentes et cependant complémentaires, la Russie et la France sont si proches que l'on semble y trouver en chacune une résonance de l'autre et l'artiste Depardieu, homme sensible, n'a pu que le ressentir. Tout n'est pas question d'argent dans cette affaire, et les Français devraient peut-être s'interroger pourquoi la Russie attire-t-elle et la France fait fuir? Pourquoi l'une croît tandis que l'autre décline? Alors que la France abandonne le délit d'assistance aux immigrés clandestins et offre la nationalité à tout va, la Russie durcit les politiques d'immigration. Tandis qu'en France, impôts et taxes se multiplient, celui sur le revenu est fixé à 13% en Russie, et ce sont les produits de luxe qui sont taxés, pas les millionnaires. Ce qui permet au vice-premier ministre de Russie, Dimitri Rogozine, de penser que Gérard Depardieu n'est pas le dernier Européen fortuné à obtenir la citoyenneté russe et de déclarer « L'Occident connaît mal les particularités de notre système fiscal. Si les Occidentaux les apprennent, il faudra s'attendre à une immigration massive d'Européens riches en Russie. » Alors, combien d'acteurs français emboîteront-ils le pas de Gérard Depardieu? Aux dernières nouvelles, Brigitte Bardot, grande dame du cinéma français et emblème de la beauté française, se dit elle aussi prête à vivre en Russie. Et ce n'est visiblement que le début, car nombreux seront ceux, célèbres ou pas, qui le feront sans le claironner. D'une simple aberration fiscale retoquée par le Conseil d'État, Gérard Depardieu est devenu l'icône de cette génération de Français contraints à l'exil pour retrouver ailleurs ce que devrait être la France et ce qu'elle fut jadis. Une terre d'accueil, et non pas une terre d'écueil ou de départ d'artistes, de scientifiques, de juristes ou d'autres entrepreneurs. Le grand vide qui s'installe permet à des médiocres de profiter d'une place et d'une résonance qu'ils ne méritent pas, faute de talent ou de connaissances. Courtisans par nature, ils n'ont d'autre moyen pour se grandir que de se courber ou d'abaisser les plus grands qu'eux. Il n'est pas sûr cependant que les irréductibles Gaulois, qui n'ont peur que du ciel qui leur tomberait sur la tête, n'aient la souplesse suffisante pour le tolérer bien longtemps. Aléa Jacques Tahet, comme dirait l'un, partout Tatis, comme dirait l'autre. Le départ tonitruant de Gérard Depardieu pour la Russie aura réveillé en France la haine de toute une caste politico-médiatique pour ce grand pays européen indépendant et fier de l'être. Et lorsque l'icône Brigitte Bardot, la plus belle Marianne que la France ait pu rêver, joue la polémique en annonçant aussi son départ pour la Fédération de Russie, on atteint des sommets de manipulation et de mensonges. Nous ne pouvons faire une liste exhaustive des atteintes au bon goût, à la vérité et au droit qui ont caractérisé les médias français ces derniers jours. Aussi, nous contenterons-nous de regarder la journée du vendredi 4 janvier sur France 2. Ouverture du feu dans la très écoutée émission de Télématin avec les 4 vérités qui reçoit Laurent Geoffrin du Nouvel Observateur. Bonjour à tous, bonjour Laurent Geoffrin, pardon. Bonjour. On va commencer par ce nouveau coup d'éclat de Gérard Depardieu. Il a obtenu son passeport russe, il trouve que la Russie est une grande démocratie. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une grande démocratie où il y a une corruption massive, où on assassine les journalistes et on met les roqueuses en prison. Alors, je trouve que Depardieu manque un peu de lucidité. Là. Je pense que... On peut déjà s'étonner qu'un journaliste reçoive un autre journaliste. Chacun servant les plats à l'autre, mais passons. Le plus intéressant est de savoir qui est Laurent Geoffrin. Ancien directeur de Libération, il est passé au Nouvel Observateur. C'est surtout un young leader, donc un de ces Français choisis et choyés par les USA via une officine très proche des services secrets américains et chargé de promouvoir les relations entre la France et la puissance atlantiste. On y trouve très peu, on devrait même dire aucun, ami de la Russie. L'intervenant est donc discrédité. Les propos ensuite. C'est une grande démocratie où il y a une corruption massive, où l'on assassine les journalistes, où l'on met les roqueuses en prison. Une corruption massive. C'est la France, monsieur Geoffrin, qui est le mauvais élève en Europe, 22e dans le classement 2012 de Transparency International. En Russie, quand le nom d'un ministre est cité dans une affaire à l'instruction, il démissionne immédiatement, comme ce fut le cas de monsieur Serdyukov. En France, généralement, une loi d'amnistie est votée et chacun reprend ses petites affaires. Si les mêmes critères étaient appliqués en France et en Russie, on se demande combien de ministres français seraient encore libres après les affaires qui vont maintenant défiler sur cet écran.
Où l'on assassine des journalistes, c'est exact, si ce n'est que les assassins sont généralement des terroristes islamistes cherchant à déstabiliser le Caucase, comme ce fut le cas ces dernières semaines. Nous avons déjà montré dans ce journal que ces islamistes sont aux ordres de certaines officines américaines qui, là comme en Syrie, en Libye, les utilisent pour créer le chaos chez les ennemis. En tant que Young Leader, M. Geoffrin est donc en parfaite harmonie avec cette politique et il est donc mal placé pour parler des victimes. Où l'on met des roqueuses en prison. Le manipulateur Geoffrin aurait dû dire où l'on a mis des roqueuses en prison. Elles n'y sont que 2, et seulement après avoir vandalisé et profané la plus grande cathédrale de Moscou. Il est vrai qu'en France, il est courant de laisser les criminels dehors. Pour preuve, cette folle nuit de la Saint-Sylvestre à Nogent, où 300 jeunes, selon la terminologie en vigueur dans le mainstream médiatique français, ont débarqué dans cette petite ville de l'Oise, se sont installés pour la nuit dans un hôtel en attente de reconversion, sans doute pour s'occuper, la horde sauvage casse tout, se bat, se déchaîne sur les voitures de la rue, oblige les voisins à passer la nuit de la Saint-Sylvestre terrés, tout feu éteint et terrorisés, contraint 80 gendarmes et policiers à descendre en urgence de Paris. Au petit matin, ils sont rapatriés par le RER, dont ils cassent quelques vitres, histoire de finir l'aventure dignement. Mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, selon le commissaire adjoint de Creil, puisqu'il n'y a ni blessés graves, ni gardés à vue. Pas une interpellation. Et oui, c'est toute la différence avec la Russie, où les délinquants sont punis et payent les dégâts. En France, ils recommencent encore, toujours, et ce sont les victimes qui règlent la note. Voilà pour la crédibilité du Young Leader. Passons aux journalistes maintenant. Monsieur Geoffrin a du mal à réciter sa leçon, alors il faut l'aider à trouver ses arguments. C'est de quoi vivre quand même. Par ailleurs, le cinéma français est subventionné. Voilà, et ça, ce que je veux dire, c'est que Par ailleurs, le cinéma français est subventionné. C'est vrai. Mais alors que cet argument soit avancé par des journalistes français, c'est un comble. Le Nouvel Observateur reçoit 8 millions d'euros de la part des contribuables au titre de l'aide de l'État. France 2 reçoit avec les autres chaînes du groupe France Télévisions plus de 2,5 milliards d'euros de la redevance télévisuelle payée par les contribuables. Quant aux journalistes, ils bénéficient d'avantages fiscaux qu'ils devraient détailler quand ils parlent d'évasion fiscale. Curieusement, ces niches fiscales-là ne sont jamais remises en cause. De là à dire que c'est un bon moyen pour tenir les chiens en laisse, c'est un pas que d'aucuns franchissent allègrement, surtout dans la classe politique. La journée commençait donc bien sur France 2. Mais il est des jours où tout s'enchaîne. Brigitte Bardot emboîte le pas de Gérard Depardieu. Il faut donc préparer un nouveau sujet pour le 20h. Regardez bien cet extrait. Il y a un an déjà, Brigitte Bardot avait qualifié Vladimir Poutine de son Premier ministre préféré pour avoir fermé les frontières russes aux importations de peau de phoque, sans évoquer pour autant la passion du dirigeant russe pour la chasse ou encore le commerce de manteaux et habits en fourrure dans le pays. Le cadrage, le commentaire, tout est fait pour tromper le téléspectateur. Voici l'extrait complet de la vidéo dans son contexte réel. Министр Шойгу и группа ученых. Остановить хищника теперь можно только специальными средствами. Из медицинского карабина, который стреляет шприцами со снотворным. Vladimir Poutine ne chasse pas. Il participe à un programme de sauvegarde des tigres de Sibérie. Le fusil dans ses mains est un fusil hypodermique, fait pour endormir. Et les personnes présentes autour de lui sont ou des scientifiques ou des gardes forestiers. Vladimir Poutine, en tant que Premier ministre, avait fait de la sauvegarde du léopard des neiges sa cause nationale en 2012. Осталось вообще считанные единицы, а значит спасение их должно стать отдельной задачей. Дмитрий Крайстер, Виолетта Сергеева, Виктор Денисов, Егор Выжлецов. Вестник Уссурийский. Voilà pour cette seule journée du 4 janvier 2013 sur France 2 seulement. La chaîne des présentateurs cocaïnomanes et des faux reportages n'a fait qu'à louper cette journée, avoir manqué l'interview du pédophile Cohn-Bendit réservée à BFM TV. L'excellence n'est pas de ce monde. Mesdames, messieurs, dites-vous bien que non seulement les journalistes de France 2 vous font les poches, mais qu'en plus, ils vous prennent pour des cons. Mais pourquoi certains souhaitent-ils tant avoir la peau d'Hugo Chavez? Au pouvoir depuis 1998 et réélu après un vote historique le 7 octobre dernier, le président vénézuélien mène un combat sans merci contre son cancer. Son état de santé l'a incité à désigner son successeur dans le cas où Dieu le rappellerait à lui. Les peuples sud-américains, mais aussi ceux d'une grande partie du monde, prient pour son rétablissement après la 4e tentative du cancer pour le terrasser. Il faut dire que l'homme est solide, tant moralement que physiquement, et qu'il en faut beaucoup pour l'abattre. Victime d'un coup d'État en 2002 organisé par une caste américanisée, il a été rétabli dans ses fonctions par l'armée et la population.
Plusieurs tentatives de meurtre sur sa personne ont été déjouées, comme celle d'un possible agent des services secrets français récemment expulsé du Venezuela après 4 années de détention. Étrangement, ni l'ambassade de France à Caracas, ni les autorités ou la presse française ne se sont exprimés à ce sujet. Nul besoin de jeter l'opprobre sur l'exécutant des basses œuvres. Il convient par contre de s'interroger sur les motivations d'un pouvoir politique français qui délivrerait un tel ordre. Quels intérêts auraient poussé les services de l'État à organiser en 2009 un attentat contre le dirigeant d'une démocratie sud-américaine ? Contrairement à un Kadhafi qui menaçait de révéler les conditions de financement de la campagne du président de l'époque, on ignorait que la France avait des intérêts directs à éliminer Hugo Chavez. À moins qu'un accord entre les groupes pétroliers américains et français n'ait permis d'envisager une telle extrémité. Rappelons qu'à cette époque, Hugo Chavez avait nationalisé les ressources pétrolières du Venezuela. Le Venezuela connaît une inflation en baisse couplée à une croissance positive grâce à l'intensification des investissements sociaux, à la construction massive de logements, au contrôle des prix en faveur des secteurs populaires et au salaire minimum le plus élevé du continent. 51% de son PIB est issu de la manufacture. Première réserve de pétrole mondiale, le pays est en outre le 11e pays exportateur de pétrole. De quoi attirer bien des convoitises. Et on sait que les États-Unis, fidèles à la doctrine Monroe, ne tolèrent pas les élections de dirigeants échappant à leur hégémonie. Devant le silence gêné des autorités, toutes les conjectures se valent. Les rédactions de Voix de la Russie et de ProRussia.tv s'associent aux vœux de rétablissement adressés au président Hugo Chavez. Il va falloir s'y faire, les mœurs et les traditions en France ont décidément bien changé. Les feux de joie laissent la place à de véritables scènes de guerre avec près de 1500 voitures brûlées. À moins que dans un but louable, les incendiaires œuvrent à la relance de la consommation de voitures neuves pour saluer leur confiance dans la nouvelle année. Les responsables politiques trouvent visiblement normal de constater année après année le résultat de cette chaude nuit de la Saint-Sylvestre qui ressemble en tout lieu à celle du 14 juillet. Hasard, il y a ceux qui refusent de les comptabiliser et ceux qui les minorent sous le même motif de ne pas lancer le championnat. L'objectif étant de contenir au minimum ce phénomène barbare. Aveu d'impuissance d'un pouvoir incapable tant de le prévenir que de le résorber. Résultat d'une lente dérive de la société vers un chaos progressif en raison d'une absence de volonté d'action adéquate. Les pouvoirs publics ont beau mobiliser une véritable armée de fonctionnaires de police, de gendarmes, de pompiers et de secouristes, ces exactions perdurent et s'étendent progressivement. Les problèmes d'une société en déclin ne sont jamais empoignés avec détermination et ne sont donc pas prêts d'être réglés. Surtout vu la recrudescence des affrontements dans les quartiers à forte immigration. Triste singularité française et étonnant contraste avec la plupart des pays comme en Russie où la fête se déroule dans la paix. Alors qu'en France on se fait tuer avec des armes de guerre, les partis se succèdent au pouvoir et font preuve de la même incapacité. Il en est de même pour tout ce qui touche à la gestion de la France. Les responsables politiques semblent capituler en tentant de faire bonne figure. Comme le capitaine ne sachant pas nager et préférant rester à la barre du navire France qu'il a envoyé s'échouer sur des récifs après qu'un incendie se soit déclaré à bord. Ne cherchez plus le pays des bisounours, il est en Hollandie. Conformément à ses engagements et ses objectifs, la Russie souhaite réformer l'architecture financière mondiale et le fonctionnement actuel du Fonds monétaire international. 2013 est l'année de la présidence russe du G20, dont les membres produisent 90% du PIB mondial et effectuent 80% des échanges commerciaux dans le monde. À l'origine, forum de discussion pour les ministres de Finances et des chefs de banque centrale, la crise financière mondiale a transformé le G20 en réunion des chefs d'État. Pour Sergueï Sobtchak, vice-ministre russe des Finances, la réforme du FMI a été lancée. Des mesures ont été prises pour résoudre les problèmes qui avaient déclenché la crise globale. Ce sont les problèmes de la régulation financière des marchés qui ont acquis une dimension globale. Financer les investissements et combler les dettes sont les deux grands sujets de réflexion présentés par la Russie pour remplacer les prêts bancaires. Pour le ministre des Finances, Anton Siluanov, la situation de la dette dans certains pays est telle que les investisseurs sont inquiets. Comment ces pays réagiront-ils? Vont-ils réduire la présence de l'État, augmenter les impôts, prendre quelques autres mesures? L'utilisation de fonds de pension ou d'assurance pourrait être avancée pour stimuler le développement économique en échappant à la logique de la dette. Concernant le fonctionnement du FMI, la Russie propose de changer de formule et de distribuer des quotas en fonction de la part du PIB national dans le PIB mondial.
l'instauration de quotas devant permettre aux pays occidentaux de compenser une partie de la perte des prérogatives qu'ils détenaient jusqu'à présent. La structure du FMI est depuis longtemps en décalage avec les réalités du monde contemporain. Anton Siluanov a souligné qu'il est nécessaire de trouver un compromis entre les pays. Nous devrons nous pencher sérieusement sur la question du perfectionnement de l'architecture financière. La première rencontre se tiendra à Moscou les 15 et 16 février prochains. S'il avait vécu plus longtemps, Jules Verne aurait pu écrire l'histoire d'Onésime Pankratov. Russe, comme l'indique son patronyme, il fut le premier homme à faire le tour du monde en vélo. Originaire de Kazan, capitale de Tatarstan et troisième ville de Russie, cet aventurier de la Belle Époque traversa le monde en 1913. Chaque personne connaissant la Russie connaît l'importance que ce pays attache à ses grands personnages et à son histoire. Profitant du prochain centenaire de cet événement et de la tenue de la 27e Universiade, ou Jeux olympiques universitaires, qui se dérouleront à Kazan, deux compatriotes russes ont décidé de suivre les traces de leur illustre aîné. Pavel Gratchev et Alen Kerulin ont décidé de se lancer dans un voyage épique à travers le monde afin de porter haut les valeurs olympiques et de présenter la ville de Kazan, première ville sportive de Russie, dont ils sont aussi originaires. Sportifs accomplis, ces voyageurs avertis traverseront 13 pays en parcourant 22 000 km. Leur parcours les conduira dans des villes qui ont déjà accueilli les Universiades, notamment Moscou, Varsovie, Turin, Pékin et Harbin. Passant par la France, ils y ont fêté le réveillon et sont cette semaine entre Paris et Bordeaux avant de rejoindre l'Espagne par la façade atlantique. Nous vous présenterons prochainement une de leurs interviews en exclusivité pour La Voix de la Russie et ProRussia.tv, la première en France. Vous pouvez en attendant les accompagner en les encourageant, voire les accueillir en vous rendant sur les sites internet dont les adresses s'affichent en bas de votre écran. Ainsi s'achève notre édition. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain. Suivez l'actualité sur le site de Voix de la Russie et n'oubliez pas que l'heure la plus sombre précède toujours l'aurore. Thank you.